Encore la peur, ouais. Encore et encore la peur. Stuttgart, l'enfer de l'Allemagne, de Stuttgart. Manchester City, Liverpool, ça va être différent contre une vraie équipe, à Anfield, etc. Brest, oh le gros Brestois, pas de chance pour les Parisiens, ils pensent que c'est un bon tirage. Comme d'habitude, la même musique. Et cette fois-ci, avec Aston Villa. Mais quelle forme Aston Villa récemment. L'Aston Villa est sur une forme incroyable. Les hommes d'Unai Emery, mais quelle équipe. Et puis, ce sera évidemment l'objet de cet avant-match, et c'est comme ça que j'aimerais commencer. La réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, Aston Villa est une du top équipe européen ? Non. Est-ce qu'Aston Villa est une des meilleures attaques d'Angleterre ou d'Europe ? Non. Est-ce qu'Aston Villa est une des meilleures défenses d'Europe ou d'Angleterre ? La réponse est encore une fois non. Pareil au niveau de la possession, pareil au niveau de l'aspect défensif, sans ballon, à la récupération, etc. Est-ce qu'elle a le meilleur gardien du monde ? Non plus. Top 3 ? Non plus. Top 5, top 10 ? Peut-être top 10. Est-ce qu'elle a le meilleur attaquant ou un top 5 du monde ? Non plus. Est-ce qu'elle a un top 5 ailier ? Non plus. Est-ce qu'elle a un top 5 au milieu ? Non plus. Le Paris Saint-Germain, lui, au contraire, peut se targuer d'avoir des garanties clairement identifiées à l'échelle européenne et vient de sortir Liverpool, alors qu'Aston Villa vient de sortir Bruges. Pour toutes ces raisons, non, vous n'allez pas nous vendre la peur. Oui, Aston Villa peut nous battre. Oui, Aston Villa, disons les termes, peut nous éliminer, comme Dortmund, quand on s'est vu trop beau l'année dernière, nous a éliminés. Il faut faire le boulot, mais le Paris Saint-Germain est favori et non, vous n'allez pas nous vendre la peur. Le Paris Saint-Germain a de meilleures individualités et un meilleur collectif, offensivement et défensivement, qu'Aston Villa. Point barre. Maintenant, ça reste du football et oui, Aston Villa peut nous éliminer. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est donc parti pour cet avant-match. Je vous ai même pas demandé si vous alliez bien. Voilà, on est parti tout de suite comme un dragster, mais c'est vrai que je me fais taper sur les doigts quand c'est trop long. Alors voilà, mais bon, après les gars, on bosse, hein. On bosse. Voilà, moi je vous prépare des choses. Je vous prépare des choses pour vous mettre bien, pour faire un bel avant-match. Là, je me dépêche comme ça, il va sortir ce midi. Comme ça, voilà, vous pouvez manger devant une petite vidéo de Recoba. Voilà, après, si ça dure 40 minutes, on peut pas m'en vouloir. Bref, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous passez un bon début de semaine et que vous allez tout déchirer cette semaine. Comme moi, comme le Paris Saint-Germain, on est ensemble et on est parti du coup pour cet avant-match avec donc la première diapo. Vous avez l'habitude, petit visuel, parce que oui, c'est la petite histoire et la belle histoire, on ne sait pas, on l'espère pas en tout cas, mais c'est la petite histoire, le retour d'Unai Emery et de Marco Asensio pour nous jouer de mauvais tours. Voilà, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas glisser une clause pour Marco Asensio pour qu'il ne joue pas en Ligue des Champions. C'est possible, en championnat, mais interdit en Ligue des Champions, donc on ne pouvait pas. Et puis, c'est le retour d'Unai Emery, forcément, notre ancien coach. Le coach d'ailleurs qui avait battu Luis Enrique 4-0. Et puis après, il y a eu la remontada, mais ça n'existe pas dans mon livre. Mais oui, Unai Emery, un fin tacticien. C'est un duel de coach espagnol, c'est un duel de fin tacticien espagnol. Mais c'est vrai qu'Unai Emery est capable de magie, ça il faut le dire, à l'échelle européenne aussi, avec Villarreal on l'a vu, en Ligue des Champions, on l'a vu en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, on l'a vu avec Séville surtout, 4 Europa League si je dis pas de bêtises. C'est un coach qui a prouvé qu'il était capable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un gap d'écart entre Luis Enrique et Unai Emery, déjà dans les résultats, puisque Luis Enrique l'a battu de nombreuses fois, plus d'une dizaine. Il y a un gros écart de victoire entre les deux, mais aussi par rapport aux grands clubs. On sait que Luis Enrique a gagné dans les grands clubs, est capable de gérer cette pression et ses gros égos et ne pas se faire manger par ses dirigeants ou par ses joueurs ou par ses stars, chose que Unai Emery, on a vu que c'était compliqué au Paris Saint-Germain et à Arsenal notamment. Voilà, c'est un magicien qui aime faire de belles choses avec des équipes moyennes, qui est très bon, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais c'est vrai que comme je dis souvent, il y a vouloir et pouvoir. Il est capable d'eux, mais est-ce qu'il va pouvoir le faire face à Luis Enrique et ce Paris Saint-Germain avec la matière qu'il a à Aston Villa ? Très honnêtement, je pense pas. C'est pareil pour Marco Asensio, c'est un joueur qu'on connaît et d'ailleurs il y en a un qu'on oublie, je vous le montre, mais c'est Lucas Digne, lui aussi est de retour au Parc des Princes et face au Paris Saint-Germain. Lui aussi est un ancien joueur du Paris Saint-Germain et aura peut-être envie de se montrer. Mais c'est vrai que Marco Asensio, on le connaît, on l'a eu chez nous, on sait de quoi il est capable. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui c'est un joueur élite, est-ce que c'est un top player duquel il faut se méfier ? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, ça montre bien aussi qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus d'espace et de quoi briller
qu'en Ligue 1, surtout quand tu es au Paris Saint-Germain et que tu fais face à des blocs bas. En tout cas, on n'a pas eu un grand Marco Asensio chez nous. Je ne vois pas pourquoi on aurait un grand Marco Asensio en face. Maintenant, une bonne et une mauvaise nouvelle au niveau des absents dans cette rencontre, dans cette même double confrontation, puisque Daniel Malen n'est pas inscrit sur la liste d'Aston Villa. Il va donc manquer la double confrontation. Ça, c'est une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain, puisqu'il est en forme en ce moment. Il a même marqué contre Nottingham. Et d'ailleurs, l'année dernière, il nous avait fait du mal avec Dortmund. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il va manquer les 2 matchs. Celui qui va en manquer qu'un, et heureusement, c'est capitaine Marquinhos, suspendu, accumulation de cartons jaunes, donc il va manquer ce match aller. On verra tout à l'heure les 11 qui je mets pour suppléer Marquinhos. Est-ce que Beraldo, est-ce que Lucas Hernandez? On en discutera tout à l'heure, mais forcément que c'est préjudiciable. C'est un monstrueux défenseur, un des meilleurs de Ligue des Champions avec Pacho, un des joueurs qui récupère le plus de ballons. Il gagne beaucoup de duels, il est prépondérant au Paris Saint-Germain, c'est le capitaine, donc forcément ça va faire du mal. Et celui aussi qui est important, c'est mon partenaire Ibet, évidemment, puisqu'il me permet de vivre au quotidien grâce à vous, à tout votre soutien et à tous ceux qui rentrent le code Recoba sur Unibet. Merci du fond du cœur, encore une fois, je vous remercierai jamais assez. Ça me permet d'être là, 10h30, de faire une vidéo avant match. Si ça, c'est pas beau, les gars, voilà, c'est juste magnifique. Mais je suis obligé de le dire quand même. Pariez responsable et surtout pariez uniquement si vous êtes majeur et surtout, c'est pas obligatoire de parier. Ça, il faut quand même le dire. Maintenant, si vous comptez le faire et que vous ne l'avez pas fait encore, vous n'êtes pas inscrit sur Unibet, n'hésitez pas. Si vous comptez jouer sur cette rencontre avec le code Recoba, le lien en description et en commentaire épinglé, vous avez jusqu'à 100 € de bonus. C'est-à-dire, si vous jouez par exemple, vous déposez 50 €, vous jouez 50 €, vous perdez votre premier pari. Unibet vous redonne 50 € en pari gratuit. Ça vous donne une sorte de deuxième chance pour rejouer derrière et peut-être vous refaire. Même si, attention, on n'est pas là pour se refaire, on n'est pas là pour se créer une carrière, on n'est pas là pour vivre des paris sportifs ou mettre la daronne à l'abri. D'accord? On est là uniquement pour pimenter la rencontre. 5-10 € grand maximum. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec la forme d'Aston Villa, parce que c'est ce qu'on nous vend en ce moment, avant de passer avec toutes les images arrêtées, parce que j'ai beaucoup de points faibles à vous montrer, beaucoup de données, beaucoup de stats. Franchement, j'ai beaucoup de choses. Voilà, très très fier de mon travail. Oui, je me jette des fleurs. Alors, on commence par les résultats. Au classement en Première Ligue. Bon, on le sait déjà, Aston Villa a fini dans le top 8 de la Ligue des Champions, donc attention, évidemment, il faut s'en méfier. Là, je vais vous montrer pas mal de points faibles, de données qui font que il n'y a pas de raison de nous vendre de la peur. Voilà, c'est surtout ça l'objet de cette vidéo. Mais évidemment que c'est une très bonne équipe quand même, il faut le dire. D'ailleurs, 6e en Ligue des Champions avec la victoire face à Nottingham Forest. Ils sont revenus au coude à coude, donc 51 points. La Ligue des Champions est à 52-53, donc Aston Villa est revenu dans la course. Il faut le dire, ils ont joué beaucoup de matchs cette saison. Ils sont toujours en FA Cup, toujours en lice aussi, en Ligue des Champions. Ils ont joué beaucoup de matchs cette saison. Ça peut jouer pour nous, même si ils font un gros turnover. Eux aussi, comme le Paris Saint-Germain, font beaucoup tourner, ont beaucoup de bancs. On va le voir tout à l'heure dans les 11 probables, mais difficile de cerner le 11 titulaire d'Aston Villa. Donc, ils vont arriver quand même en forme. Bon, en tout cas, ils sont bons ces derniers temps, ça, il faut le dire. Mais il y a quand même une différence. Regardez à domicile, Aston Villa est 5e avec 31 points, une des meilleures équipes de PL, alors qu'à l'extérieur, 11e seulement avec 7 défaites, 6 victoires de nul, 7 défaites. Il y a une vraie différence entre le Aston Villa à Villa Park, donc ce sera au match retour, et le Aston Villa à l'extérieur. Donc, obligation de gagner pour nos Parisiens à domicile sur ce premier match, parce qu'il y a clairement un gap entre le Aston Villa à domicile et à l'extérieur. D'ailleurs, on va regarder la forme. Et effectivement, il y a une très grande forme. Et on le voit, victoire face à Nottingham qui est top 3 de Première Ligue, victoire 2-1. Là, d'ailleurs, on voit une meilleure forme. Après, ça reste Brighton et Preston, mais 3-0, 3-0. Et on peut voir sur les derniers matchs, encore une fois, 3-1 ici, 3-0 face à Bruges. Bref, ils sont très en forme. Maintenant, on le voit à l'extérieur. Et là, directement le gap face à Crystal Palace, défaite cinglante, 4-1. On le voit à domicile. Ça confirme. Victoire 2-1 ici face à Tottenham, 2-2 face à Liverpool et victoire, encore une fois, à domicile face à Chelsea, 2-1. Donc on voit clairement la différence. Là, à l'extérieur, défaite face aux Wolves, 2-0. On le voit ici, défaite face à Monaco, à l'extérieur, 1-0. Donc si Monaco est capable de battre Aston Villa, voilà, je pense quand même que le Paris Saint-Germain est capable, d'autant plus à domicile. Là, c'est vraiment le vrai bon résultat à l'extérieur d'Aston Villa cette saison, c'est le 2-2 à Arsenal. Mais sinon, voilà, on le voit qu'il y a une différence en fait. On le voit ici à Newcastle, défaite 3-0, alors qu'ici 2-1 face à West Ham, 2-1 face à Leicester et 2-2 face à Brighton. Il y a une vraie différence entre Aston Villa au Villa Park et à l'extérieur. Ici, on le voit encore une fois, à domicile, 2-1 face à Manchester City, victoire. Défaite face à un gros du championnat, 2-1 à l'extérieur. Victoire là face à Leipzig, mais on sait que Leipzig cette saison, ils ont pris 3 points en Ligue des Champions, je crois. Donc voilà, c'est calamiteux. Mais ici, on le voit au Bridge, défaite 3-0
face à Chelsea, défaite ici à Anfield 2-0, défaite à Bruges aussi en phase de poule 1-0. Donc voilà, il y a une vraie différence et puis je crois qu'on est bon là-dessus. Oui, il y a eu ce fait d'armes aussi quand même, Aston Villa qui a battu le Bayern 1-0 à domicile, encore une fois, mais il y avait une énorme domination du Bayern, c'est clairement un hold-up, si vous vous souvenez, le but, le lobé de John Duran à la 76e, je crois, dans la fin du match, dans le dernier quart d'heure, qui lobe, je crois que c'était Neuer qui était dans les cages, mais bref. Voilà, il y a une énorme domination du Bayern, c'est un hold-up. Bref, revenons à nos moutons, j'ai quelques statistiques intéressantes à vous montrer pour pointer les points faibles et les points forts ou les joueurs clés de Aston Villa. Première chose, c'est le secteur défensif où Aston Villa est très mauvais, que ce soit offensivement, enfin que ce soit les joueurs offensifs ou les joueurs défensifs. Regardez, au niveau des possessions remportées dans le dernier tiers, on se rend compte que dans le dernier tiers, Aston Villa, et donc avec ses offensifs qui pressent ou qui essayent de récupérer des ballons, est 19e avec seulement 3,1 possessions remportées dans le dernier tiers. On se rend compte aussi au niveau des tacles réussis juste à droite, Aston Villa est 17e. Au niveau des interceptions par match, et ça on va le voir au niveau des duels gagnés et des interceptions, il y a de grosses erreurs côté Aston Villa qui est en interception par match 18e. Donc c'est là que tu vois que dans le secteur défensif, très honnêtement, et alors je ne parlerai même pas des 1 contre 1 où ils sont vraiment très friables et notamment sur les côtés, mais vraiment, Aston Villa, dans ce secteur-là, d'ailleurs, on le voit, but concédé par match, 1,5 buts concédés par match, une des pires défenses, 14e défense de Première Ligue, et donc but concédé par match, 13e de Première Ligue. Aucun but encaissé, donc voilà, on le voit, 16e sur les clean sheets, 5 clean sheets uniquement, 16e, c'est dramatique. Maintenant, il y a quand même un secteur qui fonctionne bien, c'est offensivement, avec ces deux joueurs-là. Mais il y a quand même un petit bémol à mettre sur Ollie Watkins, parce que comme vous pouvez le voir sur le petit graphe à droite, grande chance manquée, 23. 23 grandes chances manquées pour Ollie Watkins, qui, dans les statistiques, a plutôt de bonnes stats, mais la vérité, c'est qu'il rate énormément d'occasions. Et autant l'année dernière, il était sur une saison élite, autant cette saison, il est vraiment moins bien et il a du mal à confirmer, on va dire, peut-être aussi beaucoup plus pris par ses défenseurs, beaucoup plus, voilà, peut-être qu'ils font beaucoup plus attention. En tout cas, il est toujours très bon dans ses déplacements, très puissant, donc ça ne l'empêche pas de se créer des occasions. Malheureusement, dans la finition, c'est très compliqué. Par contre, il y en a un qui marche sur l'eau, tout juste appelé aussi en équipe d'Angleterre, c'est Morgan Rogers. Lui, il est exceptionnel, de vitesse, de puissance, de technicité. Voilà, c'est très fort. Et quand on le voit, but plus passe décisif, bah, c'est le deuxième meilleur joueur d'Aston Villa avec 14 buts plus passe décisif. Lui, il va falloir vraiment s'en méfier parce qu'il est intenable. Celui aussi auquel il va falloir se méfier, c'est Youri Tillmans. C'est littéralement la plaque tournante de cette équipe. C'est par lui que tout passe. C'est par lui que tout le jeu se crée. Jeu court, jeu long, surtout le jeu long pour aller toucher Watkins devant, pour aller toucher Rogers devant. Voilà, Youri Tillmans, c'est le joueur que tu dois absolument marquer et on va le voir juste après. Occasion créée, Youri Tillmans, premier avec 53 occasions créées. C'est 11 de plus que Morgan Rogers et c'est 19 de plus que Lucas Digne. Donc on voit qu'il excelle dans ce domaine. Il excelle aussi dans les stats en Première Ligue au niveau des passes longues, des passes qui font avancer le jeu. Youri Tillmans est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Donc il va falloir faire très attention. Maintenant, c'est pour ça aussi que j'ai mis cette petite photo. Il ne faut pas oublier que Youri Tillmans, c'est pas un top européen à son poste. C'est un très bon joueur, mais on ne parle pas de Pedri, on ne parle pas de Vitinha, on ne parle pas de Joao Neves. Donc très bon joueur. Maintenant, si tu sais le marquer à la culotte, que tu fais attention, normalement, il n'y aura pas de souci, ça reste quand même un joueur qui a évolué à Monaco. On ne parle pas d'un mec qui a évolué au Real Madrid. Maintenant, évidemment, attention. Donc, d'ailleurs, je voulais commencer par ça, puisque le dernier match là face à Nottingham Forest, qui c'est que j'ai entouré en rouge? C'est Youri Tillmans, qui a tout le temps, il est dans un fauteuil. Regardez les deux joueurs de Nottingham Forest qui, on le sait, défend dans son terrain, bloque les espaces et défend très compact, très bas. Mais il laisse Youri Tillmans jouer, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Youri Tillmans, dans un fauteuil, a tout le temps de jouer un long ballon sur Rogers, qui va être trouvé, qui va contrôler et qui va frapper. Donc voilà, c'est là, sur l'action là, sur le dernier match face à Nottingham, tu vois toute la force et les joueurs clés de Aston Villa avec Tillmans et Rogers. Ici aussi, c'est quelque chose qu'on voit et qui est tant mieux, c'est Maatsen, la vitesse évidemment sur les côtés avec Rashford, avec Maatsen, avec Lucas Digne qui peut déborder aussi de temps en temps, avec Daniel Malen, mais heureusement il ne sera pas là, avec Rogers. Bref, il y a des joueurs, avec Bailey, avec Ramsey, il y a des joueurs
qui ont de la vitesse, qui peuvent déborder en 1 contre 1. Et là, on le voit avec Madsen pour Daniel Malen. Mais pourquoi j'ai choisi cette action? Parce que, 1, Daniel Malen ne sera pas là. Et 2, Madsen ne sera peut-être pas titulaire. Parce que autant au Villa Park, je ne doute pas qu'ils essayent de nous asphyxier et peut-être d'attaquer fort avec Madsen, autant je vois bien Lucas Digne démarrer face au Paris Saint-Germain parce qu'il connaît le Parc des Princes et il est aussi beaucoup plus hybride, beaucoup plus défensif que Madsen. Donc ce sera sûrement que ces deux-là ne seront pas là face à nous au match aller en tout cas. Ici, c'est une des faiblesses, c'est pour ça que je le pointe directement d'Aston Villa. On va le voir beaucoup de fois. C'est un centre, donc on le voit l'ailier tout en haut qui centre pour les 2 joueurs de Nottingham. Et il y en a un qui va marquer, qui va avoir tout le temps de contrôler, de frapper et qui va marquer. Donc là, on le voit. C'est quelque chose que je vais vous montrer, qu'on voit très souvent, l'attentisme. Les centres en retrait, et on voit un attentisme énorme, un manque d'agressivité. On l'a vu au niveau des stats défensives. Pas beaucoup de tacles réussis, pas beaucoup de tacles tout court d'ailleurs, alors que c'est une équipe qui n'a pas la possession, parce que Manchester City ou Liverpool ou Arsenal, surtout Manchester City et Arsenal, qui ont beaucoup de possession, bah forcément, tu as beaucoup moins d'actions défensives à faire, et donc de tacles à faire ou d'interceptions à faire, et pour autant, c'est logique qu'il soit dernier. Par contre, Aston Villa, qui n'a pas une énorme possession, devrait normalement ressortir dans ses statistiques. Et ils ne ressortent pas du tout comme une équipe qui a 70-80% de possession. Je vais m'étouffer tellement je parle. Bref, et oui, il y a clairement pour revenir du coup au principal, il y a clairement un attentisme et vous allez le voir. Et là, ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps de contrôler, de frapper. Autre point, c'est Emiliano Martinez. La fébrilité d'Emiliano Martinez. On l'a vu avec les clean sheets. Je ne sais pas si je vous ai montré le pourcentage d'arrêt. Oui, il vient juste après. Regardez ici. Aston Villa, donc avec Emiliano Martinez, au niveau des pourcentages d'arrêt, ils sont à 64,6%. Il est en TP nultième, presque dernier dans cette catégorie-là, tellement il fait peu de différence en première ligue. Parce que, regardez, et c'est là tout Emiliano Martinez qu'il est, c'est un homme de compétition, de grande compétition. On l'a vu en Coupe du Monde avec l'Argentine, il est monstrueux sur une compétition, il se révèle toujours. Et regardez la différence en Ligue des Champions. Là, on peut voir qu'il est dans les derniers gardiens qui font, au niveau des pourcentages d'arrêt en Première Ligue. Mais regardez en Ligue des Champions, il est dans les meilleurs. Regardez tout en haut, peu sollicité, très efficace. On peut voir Sommer, on peut voir Keller et surtout Emiliano Martinez. Donc il y a une différence entre le Emiliano Martinez de Première Ligue et celui de Ligue des Champions. Maintenant, on l'a vu avec Alisson, tu es capable de faire le match de ta vie une fois, mais pas 2 fois. Donc voilà, mais attention quand même à Emiliano Martinez, parce que c'est vrai qu'en PL, il n'est pas bon, mais attention en Ligue des Champions. Ici, on le voit. Quand on parle d'attentisme, ce que je parlais tout à l'heure sur l'action, d'attentisme, de manque de duel gagné et d'agressivité, c'est ici symbolisé par cette action-là face à Monaco avec cette tête de Thilo Kehrer qui vient gagner son duel et qui va marquer donc le premier but, victoire 1-0 de Monaco. Derrière, il y a Singo qui met cette tête, arrêt d'Emiliano Martinez, tête de Singo, but. Ça met en exergue quelque chose, c'est qu'au niveau des duels aériens, on parle souvent de la taille d'Aston Villa, mais au niveau des duels aériens, on est sur la pire équipe avec Crystal Palace dans ce domaine-là. La taille, c'est bien, mais comme on dit, la taille ne compte pas parce qu'il faut savoir l'utiliser. Voilà, il n'y a pas que la taille qui compte. Là, on le voit. Et il y a un symbole au Paris Saint-Germain, c'est João Neves, 1m74, et pour autant, il gagne tous les duels aériens. Pourquoi ? Parce qu'il est déterminé, parce que c'est un chien de garde, un chien de la casse. Il se bat sur tous les ballons. Et ça, c'est vraiment le symbole de l'attentisme et du manque d'agressivité dans les tacles au sol et aérien, dans le jeu aérien des joueurs d'Aston Villa. Pourtant, une immense taille de beaucoup de joueurs qui font beaucoup de joueurs qui font plus d'1m90. Les Mings, les Konsa, les Onana, les Disasi. On a aussi Rashford, Rodgers, beaucoup de joueurs qui font plus d'1m85, 1m90. Et pour autant, regardez, au niveau des duels aériens, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, voilà, la taille, ça compte quand tu sais l'utiliser. Et c'est tout un symbole parce que, regardez, face à Bruges, c'est un duel aérien perdu par Tyrone Mings ici qui va amener le premier but. Il perd son duel, donc tête du joueur de Bruges pour dégager le ballon, mais il va être mal dégagé. Et en tout cas, c'est Bailey qui est sur le second ballon et qui va mettre cette reprise pour marquer. Ici aussi, on voit toute la faiblesse d'Aston Villa dans la profondeur. Attention au niveau de la gestion de la profondeur, et ça c'est tant mieux pour nous avec des artilleurs comme Ruiz, comme Vitinha ou comme João Neves ou même Beraldo d'ailleurs sur le gelon qui est très bon. Pour trouver ici nos ailiers dans la percussion, là on peut imaginer très bien un Barcola qui part et qui se retrouve en 1 contre 1. Et ça on le voit très souvent. Ici donc centre en retrait, et encore une fois on le voit, l'attentisme, l'apathisme, et on voit le joueur de Bruges qui a tout le temps d'armer sa frappe et de frapper, et encore une fois la main qui n'est pas ferme, cette fois en Ligue des Champions de Emiliano Martinez, et donc but pour Bruges. Donc encore une fois, on voit les mêmes erreurs.
Ici aussi, débordement, et ça on le voit très souvent, des ailiers, des latéraux qui sont pas bons défensivement et qui sont livrés à eux-mêmes en 1 contre 1, donc ça c'est tant mieux pour nous. Centre, du coup, débordement, centre, ici, et là la tête, elle va passer juste à côté. Et le problème, c'est que là, Bruges vient de rater un peu l'occasion finalement de revenir, parce que derrière, il y a ce tacle malheureux du défenseur qui va faire pleine lucarne et qui va lancer Aston Villa, et donc après, ils vont dérouler et se qualifier. Là, on le voit ici. Encore une fois, on voit Cucurella, c'est du 1 contre 1. Et en plus, regardez la distance du défenseur. Cucurella a le temps de faire ce qu'il veut. Et ici, il va trouver Jackson. Et regardez Jackson. Hein. À la base, il y a 2 défenseurs. Hein. Et regardez Jackson, il va passer devant tranquillement et il va mettre son pied et marquer. Voilà, encore une fois, manque d'agressivité, passivité de la défense. Et du coup, c'est Cucurella qui a tout le temps de centrer. Et c'est Jackson qui a le temps de venir couper. Ici, c'est un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est la relance. Il y a des phases de relance où il joue longue, mais il y a des phases de relance où Aston Villa joue court et prend son temps. Sauf que c'est une calamité à la relance et on va le voir dans de nombreux matchs. Ici, déjà, avec Emiliano Martinez qui prend son temps et qui va donner un ballon, et c'est intercepté par Nicolas Jackson. Et heureusement, Jackson va mal contrôler le ballon et Emiliano Martinez va intervenir dans les pieds, donc ça ne fera pas but. Je ne sais plus si j'ai l'image, non, j'ai plus l'image. Ce qu'on voit aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Tyrone Mings et Konsa, par exemple, sont de grands défenseurs, très physiques, très grands et peu agiles. Et souvent, dans les démarrages ou bien dans la capacité à se retourner, à aller vite, à vite se retourner, à vite prendre la mesure du placement sur le terrain, de l'environnement, ils perdent du temps. Et à l'image d'un Van Dijk, par exemple, face à Dembélé, ça, on le voit très souvent avec Mings et Konsa, et dans la profondeur. Attention, parce que ça peut faire très très mal. Et on l'a vu ici avec Jackson, et qui a failli marquer, qui a frappé au-dessus derrière. Là, on voit encore une fois la défense apathique, avec cette fois 2 Villans. C'est rare, parce que d'habitude, il n'y en a qu'un. Là, il y a 2 Villans sur Madueke, et pour autant, mais il n'y a personne qui va dessus. Madueke, là, il a 5 secondes faciles pour attendre. Et regardez Cole Palmer, qui est quand même l'impact player de cette équipe, le joueur phare de cette équipe. Regardez, il est tout seul. Et personne ne prend Cole Palmer. Il est tout seul, et il va venir ici, tranquillement, prendre le ballon, mettre un petit crochet, et enrouler et marquer. Et là, dans cette zone, Doué, Gvara, Dembélé, ou même Barcola peuvent faire très mal. Même Vitinha, d'ailleurs, peuvent faire très mal. Donc, tant mieux. Même Ruiz, d'ailleurs, avec son pied gauche. Donc, ça montre encore une fois le manque d'agressivité, l'attentisme des défenseurs d'Aston Villa. Donc derrière, ça fait but pour Cole Palmer. Ici aussi, on le voit encore dans le dos des défenseurs. Avec, là, c'est Newcastle. Je crois que c'est Guimarães qui va donner à... je ne sais plus qui c'est, le joueur. Mais bref, on le voit dans le dos des défenseurs. Hein, une défense mal alignée. L'attaquant de Newcastle part. Et puis derrière, encore une fois, centre en retrait. Isaac n'est pas hors jeu. Et ça fait but. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, beaucoup de mal sur les débordements et les centres en retrait. Et c'est tant mieux, puisque c'est une des forces clairement identifiées du Paris Saint-Germain. Ici, encore une fois, on le voit, des problèmes à la relance avec McGinn. De toute façon, tout passe par McGinn et Tielemans quand tu les prends. Et on voit ici une grosse défense de Newcastle. Je ne sais plus qui c'est le numéro 20, mais il sort sur lui. C'est peut-être Lewis Millet. Bref, il sort dessus, pression sur McGinn, qui va perdre le ballon, et derrière c'est récupéré par Isaac, et ça fera une grosse occasion de but pour Newcastle. Ici on le voit aussi, encore une tentative de relance, cette fois encore Emiliano Martinez qui va chercher, je crois que c'est Camara, et c'est intercepté par Joelinton, et là ça va faire but si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait très très mal. Les relances loupées. Ici, on le voit aussi, regardez encore une fois face à Liverpool, McGinn qui est sous pression par le 10, je crois que c'est... Non, c'est pas Szoboszlai, c'est McAllister. Et ça, on le sait, la force de pression du Paris Saint-Germain, la pression haute, les ballons récupérés du Paris Saint-Germain, qui est une des meilleures équipes dans ce domaine en Europe, clairement, ça va faire très mal à Newcastle. Et on le voit ici encore une fois sous pression. Ballon, voilà, la passe, elle est manquée. Ah mince, j'ai oublié, mon image elle est trop grande. Bon, c'est pas grave. Ballon récupéré ici par Trent, et ça va donner un centre pour Diogo Jota qui met sa tête à côté. Mais encore une fois, c'est un ballon dangereux sur une perte de balle. Ici encore une perte de balle du 16, je crois que c'est Ramsey, Jacob Ramsey, le 16 qui va chercher, qui a tout le temps et qui va faire une passe horrible ici, récupérée par Jota. Et ici, centre en retrait et but de Mohamed Salah. C'est quelque chose qu'on peut voir avec nos Parisiens, et ça, attention aux Villans. Ici, c'est un point qu'on voit souvent. Encore une fois, c'est une équipe très axiale, Aston Villa, qui laisse les côtés. Et laisser les côtés au Paris Saint-Germain, ça peut faire très mal. Ici, on laisse tout le boulevard à Mohamed Salah. Regardez la distance entre Digne et Mohamed Salah. Alexander-Arnold a le temps de la donner tranquillement. Salah ici,
Comme je disais, un tacle raté par Lucas Digne, comme d'habitude, des interceptions ratées. Et Salah, regardez Trent Alexander-Arnold à gauche qui est tout seul. Salah va pouvoir décaler tranquillement Arnold. Et regardez, il n'y a personne qui monte dessus. On parle de Trent Alexander-Arnold. Et on connaît tous sa qualité de frappe. Bah, il est tranquille, laissé au 16 mètres ici pour armer sa frappe. Et derrière, bah, ça fait but. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a fait le tour des points faibles. Honnêtement, cette équipe défensivement, elle est dramatique. Que ce soit en 1 contre 1, que ce soit la gestion de la profondeur, que ce soit les côtés, que ce soit les centres en retrait, que ce soit même les duels aériens ou alors qu'ils ont une grande taille, il y a vraiment de quoi faire la différence. Et quand j'en vois certains qui nous vendent la peur, j'ai juste envie de rigoler. Et enfin, pour finir, avant de passer au prono, les 11 des 2 équipes. Alors, je pense que là, il y a un 11 qui est clairement défini et l'autre où on va voir qu'il y a beaucoup d'interrogations. Le premier, c'est celui du Paris Saint-Germain. On va commencer directement. Donnarumma dans les cages, je pense que ça ne bougera pas. Donnarumma qui a été rassurant sur le match retour à Anfield. Et tant mieux, j'espère que ça va durer parce que je pense qu'il joue sa prolongation. Voilà, donc on espère encore avoir un grand Donnarumma. C'est vrai qu'avec lui, c'est souvent pile ou face. On espère que ça tombera du bon côté. Nuno Mendes, je pense, et donc Achraf Hakimi sur le côté droit. Qui sera en défense centrale? Est-ce que ce sera Beraldo? Est-ce que ce sera Lucas Hernandez? Vu que Beraldo a cette capacité à jouer axe droit et pas Lucas Hernandez, je me dis que ce sera Beraldo aussi parce qu'on va avoir le ballon. On l'a vu au Parc des Princes, on surdomine toutes les équipes qu'on a pu jouer. Toutes les équipes qu'on a pu jouer, même Manchester City et Liverpool. Donc, comme on va avoir le ballon et comme on va jouer face à une équipe qui est axiale, je pense qu'un Beraldo qui vient trouver les côtés ici et ici avec son jeu long et son jeu court, je pense que ça peut être très important. Donc, je pense qu'il y aura Beraldo aligné. Voilà, c'est mon petit pari. Au milieu de terrain, je pense que ce sera du classique avec Vitinha, avec Fabian Ruiz qui fait une très bonne deuxième partie de saison et tant mieux, et avec évidemment l'incroyable Joao Neves. Et devant, je pense que ça va être du classique comme face à Liverpool. Dembélé faux neuf, Gvara qui commencera, bon voilà, c'est côté droit, mais bon, on voit de toute façon les deux permutes, mais Barcola et Gvara. Voilà, je pense très honnêtement que ça va être du classique. Et voilà, avec des Warren, Ramos qui rentrent, Désiré Doué évidemment. Et puis voilà les amis, dites-moi si vous préférez Beraldo ou Hernandez, mais c'est vrai que comme on va avoir 80% de temps le ballon et qu'on va jouer face à une équipe très regroupée, très compacte, je pense que la capacité de Beraldo à jouer et trouver nos ailiers, nos offensifs, ça peut être très important. Donc je pense que ce sera Beraldo qui d'ailleurs choisit ses matchs. Donc je pense que dans un grand match de Ligue des Champions, ça devrait le faire. On l'espère en tout cas. En face, Emiliano Martinez, pas de doute. Comme j'ai dit, Daniel Malen absent. D'ailleurs, il y en a 2 autres, enfin il y en a plusieurs qui vont être absents aussi. C'est, non, c'est pas Camara, c'est Pau Torres, normalement présent, mais qui se remet d'une blessure. Donc vraiment, lui, à mon avis, il démarrera pas. Il y en a un autre qui démarrera sûrement pas, c'est Onana qui n'est pas encore remis. Sinon, pour tout le reste, je crois qu'on est OK. En défense centrale, il y en a un qui va jouer, c'est sûr. C'est Tyrone Mings avec, je pense, Konsa. L'interrogation, elle est sur côté droit. Mati Cash ou pas? Est-ce que ce sera Mati Cash? Est-ce que ce sera Camara qui peut jouer aussi ici? Moi, je pars honnêtement beaucoup plus sur Camara. Je pense qu'il y aura plus un 3e central. La capacité de défendre de Camara et de ressortir, c'est peut-être mieux que celle de Mati Cash. Maintenant, voilà, pour moi, c'est du pareil au même dans tous les cas. Barcola ou Gvara peuvent largement prendre le dessus. Au milieu de terrain, pas de doute sur Youri Tillmans. Par contre, l'interrogation, elle est là. Est-ce que ce sera McGinn, par exemple, et ici Asensio? Est-ce que ce sera un trio comme ça avec un 10, Marco Asensio? Ou bien est-ce que ce sera McGinn en 10 pour densifier ce milieu de terrain et avoir des joueurs un peu plus défensifs? Et ici, Onana pour ramener de la taille sur les coups de pied arrêtés et ramener de la densité physique pour bien défendre sur nos joueurs offensifs? Ou alors, du coup, Bouba Camara ici et Mati Cash ici. Voilà, telle est la question. Très honnêtement, c'est difficilement lisible. Donc voilà, moi, je pense partir sur Camara, Onana s'il est remis physiquement et McGinn plus haut. J'ai du mal à voir 4 offensifs côté... parce que là, il y aura Rashford, côté Villans. Ici, il y aura Rodgers. Et ici, je pense qu'il y aura donc Watkins. Je pense que Bailey démarrera sur le banc et Asensio aussi. Maintenant, voilà, on verra peut-être Asensio en 10 pour... pourquoi pas jouer les coups à fond, mais c'est vrai que cette équipe va beaucoup défendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets Lucas Digne ici. Je pense que ce sera lui plutôt que Madsen, parce qu'il va y avoir besoin de défendre un petit peu plus. Et donc, je pense que Lucas Digne est quand même meilleur que Madsen. Voilà, je pense que ce sera ce 11.
Dites-moi ce que vous en pensez, si vous maîtrisez un petit peu Aston Villa et que vous regardez un petit peu la Première Ligue. Bon, de toute manière, les clés, elles seront là, hein. On sait que Rodgers et Rashford n'aiment pas défendre. Même Yuri Tillmans, hein, c'est pas un joueur qui aime vraiment salir le short. Il est bien meilleur avec ballon que sans ballon. Donc, ouais, ça peut jouer pour nous. Encore plus s'il y a un offensif ici à la place d'Onana et que McGinn est ici. On l'a vu, hein, sous pression, les McGinn, les Tillmans, bon, Ramsey, quand il jouait, ils perdent beaucoup de ballons. Ici aussi, quand ça tente de relancer court. Donc ici, il y a clairement un coup à jouer avec et sans ballon, hein, avec Kvara, avec la pression de nos ailiers et évidemment la projection d'un Hakimi, la projection d'un Neves, la projection d'un Mendes et les longs ballons ou les ballons courts pour de Vitinha, de Ruiz, même les ballons de Beraldo. Mais clairement, pour moi, de vitesse et technicité dans les 1 contre 1, dans les 1 contre 2, on est largement au-dessus. Très honnêtement, on est largement au-dessus. Bref, on peut clôturer cette vidéo avec mes pronos. On a parlé d'Aston Villa en long, en large et en travers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes pronos pour clôturer tout ça. Merci à tous ceux qui utiliseront le code RECOBA sur Unibet. Vous avez, comme vous savez, 100 € remboursés en pari gratuit sur votre premier pari s'il est perdant. Donc merci à tous ceux qui rentreront le code RECOBA. Jouez responsable, jouez uniquement si vous êtes majeur. Je l'ai déjà dit et répété. Vous connaissez la chanson, faites très attention. Mon prono, c'est évidemment une victoire du Paris Saint-Germain. Mais bon, à 1,45, ça vaut pas le coup. Donc, je vous ai choisi d'autres pronos intéressants. Le premier prono intéressant, buteur / passeur. Donc, il faut que le joueur soit décisif avec un but ou une passe décisive. Les codes que je trouve intéressantes, c'est Barcola et Kvara avec 2,38 et 2,72. Pourquoi ? Parce qu'offensivement, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'espace. Vous l'avez vu, les joueurs sont souvent livrés, les latéraux en 1 contre 1. Et je pense que Barcola et Kvara, avec leur débordement, leur capacité d'élimination, on l'a vu, les Villains gagnent peu de duels défensifs. Et donc, eux vont se régaler et trouver Dembélé, trouver Doué ou même Barcola ou Kvara qui se sont projetés ou marqués tout simplement. Mais on l'a vu, Barcola est très en forme au niveau des passes décisives. On l'a vu, Kvara a une qualité de passe extraordinaire et aussi une bonne qualité de finition. Donc, très clairement, je pense que passeur, buteur ou passeur à 2,38 pour Barcola ou à 2,72 pour Kvara, clairement, ce sont de magnifiques cotes. Ensuite, au niveau du score exact et du score multi-choix, un prono que j'aime beaucoup, c'est le 2-1, 3-1 ou 4-1. Parce que je vois bien le Paris Saint-Germain prendre un petit but sur coup de pied arrêté ou peut-être en fin de match. En tout cas, je nous vois ouvrir le score. Mais je vois bien un petit but d'Evidence, 80e, 85e, pour garder ce suspense. Et moi, mon score exact, vous le voyez juste à côté. Il n'est pas entouré, il est à 8,40. C'est le 3-1. Moi, je vois le 3-1. Donc, le 2-1, 3-1 ou 4-1 à 3,65, il est intéressant aussi. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je vois bien un petit but encaissé, mais je vois le Paris Saint-Germain l'emporter 3-1 ou bien 4-1. Très honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain va marquer plus de 2 buts dans cette rencontre parce que les Villains, voilà, on l'a vu en Première Ligue, hein, Aston Villa est une des pires équipes défensivement, 1,5 but de moyenne encaissé, incapable de garder sa cage inviolée. Bref, moi, je pars là-dessus. Et mon petit prono un peu sympa, mon petit prono qui sort de l'ordinaire. L'équipe à domicile marque sur penalty. Je vois bien le Paris Saint-Germain marquer sur penalty à 3,50. Parce qu'on l'a vu défensivement, il y a beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup de tacles ratés. Et Matty Cash, par exemple, a déjà concédé 2 penalties côté en Première Ligue. Donc ouais, je vois bien un petit penalty concédé. Souvent en retard, souvent des duels ratés. Donc ouais, c'est mon petit prono un peu, ma hot take un petit peu sympa. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je sais pas pourquoi, ça je ne pourrais pas l'expliquer. Je vois bien un but de Fabian Ruiz. Voilà les amis pour cet avant-match complet. Toujours un plaisir vraiment de faire ces avant-matchs. C'est vraiment le format auquel je prends le plus de plaisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va encore durer plus de 30-35 minutes. Mais vraiment, c'est juste un kiff à chaque fois de vous parler de ces avant-matchs, de vous présenter ces équipes-là. Donc ouais, trop content. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour toute votre réaction. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à tous ceux qui rentreront le code RECOBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.